Bonjour à tous, bienvenue sur Voir Autrement NC, la chaîne qui donne la parole à l'handicap. Ben voilà une nouvelle vidéo en partenariat avec la radio Judo, l'association Les Robinson et notre sponsor la SFAC. Tout l'univers de l'automobile se trouve à la SFAC. Aujourd'hui, nous recevons une présidente d'association, Madame Catherine Poidi, et notre animateur, Monsieur Jean-Michel Goetsch. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bonjour le pays, bonjour la famille. Nous sommes à nouveau sur les ondes de la RDK pour une nouvelle émission en Dispic. Voilà. On est content, l'association Les Robinson, de revenir sur les ondes pour partager ce petit moment mensuel avec vous, la famille. Donc, salutations affectueuses à vous là dans nos quartiers populaires, sur nos 33 communes là. Content d'être auprès de vous dans vos foyers pour vous faire découvrir le monde du handicap. Salutations respectueuses à nos coutumiers, à nos chefferies sur nos 8 aires coutumières. Voilà, c'est toujours une joie d'être à vos côtés pour vous faire découvrir le monde du handicap. Encore toujours depuis 2015 et ce partenariat fidèle avec la grande famille de la RDK que nous remercions, à qui nous adressons notre grande gratitude de toujours laisser ouvert l'antenne pour la communauté du handicap. Donc, c'est un remerciement à la RDK pour son soutien. On salue aussi notre sponsor de la SFAC, tout l'univers de l'automobile. Eh oui. Remerciement à la SFAC parce que, on amène aussi des sponsors pour soutenir Jido dans son travail. Et passer à l'antenne, ça coûte aussi un peu des pièces. Donc, il faut, nous aussi, les associations, aller chercher les sponsors pour soutenir Jido afin qu'elle nous permette de continuer à venir vous voir, vous parler dans vos foyers, là où vous êtes. Donc un grand merci à ce partenaire. On salue aussi notre youtubeur, le reporter indépendant là, de la chaîne Voir Autrement NC, le grand frère Michel. Il est déficient visuel, donc c'est gratuit l'abonnement, Voir Autrement NC. Abonnez-vous, vous y découvrirez tous les reportages qu'il a fait jusqu'à présent sur le monde du handicap. Là, grand frère, il est à fond sur le terrain, pour vous partager cet univers. Donc merci à Maman Michel. Et ce matin, nous allons continuer à continuer à vous montrer, à vous refaire découvrir et même à vous repartager, parce que ce matin nous avons une invitée, une maman du monde des associations là, qui est connue déjà dans le petit microcosme du handicap en Calédonie. Ça fait tellement d'années qu'elle œuvre et qu'elle se donne elle et sa famille à fond pour la cause du handicap. Bonjour Catherine. Bonjour Jean-Mi, bonjour à tous. Voilà, Madame Catherine Poedi nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin, présidente de l'APEHNC. Voilà, ça fait des années que nous vivons avec Catherine et qu'elle nous voit grandir aussi nous-mêmes dans les associations. Comme on dit, on la revendique, c'est une de nos mamans du pays qui est là comme
tant d'autres personnes qui œuvrent sur le tissu associatif au niveau des associations là, qui accompagnent le handicap. Catherine, là, après tant d'années, là, comment tu fais pour garder ta longévité là? T'as un petit secret là? J'ai pas de secret et je t'avoue qu'effectivement, les années, ça commence à peser. Je me dis aussi que c'est bien quand il peut y avoir du renouvellement, ça veut dire aussi du renouvellement d'énergie, d'idées, voilà. Sauf que le monde associatif, dans sa globalité, j'ai bien l'impression qu'il est un peu en crise, il a beaucoup de mal à recruter de nouveaux bénévoles, voilà, donc on est tous un petit peu dans une moyenne d'âge un peu élevée dans les associations, notamment les associations du handicap, parce que ça fait pas trop envie peut-être de s'impliquer dans nos assos, parce que le chemin il reste quand même très très âpre. Et donc voilà, on n'arrive pas à trouver les mots qu'il faut pour donner envie aux gens de rejoindre les associations. Peut-être qu'on n'a pas les mots pour convaincre, peut-être que le pays est aussi confronté à tellement de difficultés que du coup, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont perdus, qui ne savent plus très bien où on va. Du coup, quelle est la place du handicap dans ces grandes tourmentes qui sont celles du pays, mais pardon, de la Catherine, planète. ouais, c'est vrai que finalement, les gens qui viennent œuvrer sur ce terrain-là, en fin de compte, ils se sentent concernés parce qu'elles ont soit touché par le handicap, comme moi-même, ou soit elles ont quelqu'un de leurs membres de famille. Mais tant qu'il n'y a pas ça, tant qu'on n'est pas concerné, après on respecte aussi le choix des gens de ne pas nous rejoindre pour la cause, mais on n'arrive pas à trouver ce qu'il faut pour leur donner envie. Je pense que c'est ça. Le handicap nous confronte à nos limites, à nos fragilités, et personne n'a envie d'être confronté à ses limites et à ses fragilités. Donc forcément, c'est pas ce qui va attirer le plus les gens, notamment pas les jeunes. Il y a peut-être aussi une question d'éducation. On est de plus en plus éduqués dans un système, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais pour moi c'est quand même un système de compétition. Qui est lié sans doute au choix économique qu'on a fait. C'est des sociétés ces sociétés industrielles, libérales, c'est des sociétés de compétition. Donc la fragilité, c'est tout l'inverse. C'est nous rappeler que la condition humaine, voilà, à partir du moment où on est déjà destiné à mourir. Donc voilà, autrefois il y avait cette sagesse chez nos philosophes, y compris les philosophes occidentaux, pour ce que vivre et apprendre à mourir. J'ai jamais oublié cette phrase de Montaigne, mais aujourd'hui on n'éduque plus comme ça. On éduque au contraire les enfants à la compétition, soit le plus fort, le plus beau, le meilleur, voilà. D'ailleurs tous ces termes là qui ont envahi le champ de l'école, la compétence, la performance, etc., c'est pas un hasard. Ça met de côté automatiquement. Ça met de côté automatiquement la fragilité, les limites de la condition humaine, la maladie et la mort. Sauf qu'effectivement, ça existe, et que du coup, quand les gens y sont confrontés, c'est épouvantable. Ils se retrouvent forcément très seuls, en dissonance avec une société qui s'affiche comme toute puissante. Et ça aggrave la solitude. C'est un rouleau compresseur. Bien sûr, et ça aggrave le handicap. Quand on dit que le handicap, il est aussi lié à l'environnement, on a un environnement qui est, j'ai envie de dire, philosophiquement hostile au handicap et à la maladie. Donc forcément, et puis ça, j'ai bien l'impression que ça va durer encore un moment. Ça va être très compliqué de transiter vers autre chose. Après, nous, les associations, vu que, il y a les collègues du MCI et les collègues du collectif handicap, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi être offensif, alors, dans ce cas-là, comme, justement, c'est difficile d'avoir des bénévoles dans nos associations, pourquoi est-ce qu'on ne s'inspirerait pas de ce qui se fait ailleurs? Du genre, chez les Canadiens, eux, ils imposent aux jeunes, dans leur cycle scolaire, d'aller faire... dans le programme scolaire, d'aller obligatoirement faire des heures de bénévolat dans les associations. Pourquoi on ne l'imposerait pas ça? Nous, on ne le demanderait pas à nos institutions, parce que, voilà. Oui, moi je pense que c'est une très bonne piste, que ce soit le MCI ou les assos du collectif, on a tous cette volonté de rendre la société
ouverte à l'inclusivité, et ça va passer effectivement par une éducation de la jeunesse. C'est sûr que là, c'est pas les gens de mon âge qui vont beaucoup changer. Par contre, les jeunes, oui, il faut miser sur les enfants même, hein. Et je pense que ta piste, elle est excellente. Oui, dans les pays anglo-saxons, Ils ont toujours un truc oui. d'avance sur nous. Hein. Ah oui, parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus ouverts à une éducation citoyenne. C'est des pays où il y a globalement, je pense, moins d'incivilité et plus de place faite aux questions sociales que dans nos sociétés. Donc, en plus en Calédonie, qui est quand même une société qui a été tellement traversée par les rapports de force que quand on arrive avec sur notre plateau des histoires de fragilité, de gens fragiles et vulnérables à protéger, on n'a pas toujours très bien entendu. Mais tu as raison, je pense que... Mais il y avait eu un projet, je me souviens, il y a eu quelques années, puis finalement il n'a pas abouti, mais on pourrait le relancer. Faudrait. Hein. De création, c'était au niveau de la Fédération des œuvres laïques, de la FOL, et puis on est aussi, mon association beaucoup impliqué dans la FOL, finalement d'un livret du bénévolat à destination de la jeunesse, qu'un jeune puisse finalement choisir effectivement. Mais après, Catherine, après là c'est peut-être mon petit côté radical. C'est l'histoire du livret, c'est une bonne idée et tout, mais ça effleure le truc. Il vaut mieux le leur imposer dans leur programme scolaire, voire avec carrément l'institution pour leur dire non, les gosses, peut-être au collège ou au lycée surtout, même au collège même, allez obligatoirement faire des heures dans les associations pour voilà, les faire plonger déjà dans cet univers-là. Ça va peut-être amener à des vocations ou leur envie aussi quand même d'avoir automatiquement le côté solidaire dans le cœur, quoi. Tout à fait. Parce qu'il faut y être pour le vivre, quoi. Oui, tout à fait, tu as raison. Mais bon, moi, je ne serais pas contre que ça rentre dans les programmes, comme sont rentrés dans les programmes finalement des périodes de stage obligatoires en entreprise voilà. pour les gamins, je crois, qui du troisième, du collège. Voilà, l'univers du travail. Voilà. Ils pourraient découvrir l'univers de l'associatif. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est fondamentalement des valeurs très très citoyennes. Donc on pourrait se dire que les cours d'instruction civique, ça pourrait être aussi des stages, une plongée dans le monde associatif. Qu'est-ce que c'est qu'une association? À quoi ça sert dans un pays? Et voilà, c'est... Parce que c'est quand même des lieux éminemment démocratiques, hein, les associations, c'est des lieux citoyens. Tout à fait, voilà. Oui. Il n'y a pas que la valeur sociale ajoutée, il y a aussi toute cette réflexion sur c'est quoi le rôle des citoyens quand ils rentrent dans une association par rapport à la structuration du projet du pays. Oui, bien sûr. Je ne dirais pas non. Hein. Ouais. Je dirais pas non, mais alors là, il va falloir convaincre les services d'enseignement. Voilà. Je rappelle que la Calédonie est compétente en matière d'enseignement, donc elle pourrait très bien prendre la décision. Hein. Voilà. Elle n'a pas besoin de l'accord de Paris. Elle n'a plus besoin. Ça fait longtemps que ça a été transféré, cette compétence. Donc on peut faire autre chose de notre école. Il n'y a pas de souci. Le message est passé, donc on nous écoute. Enseignante, bon. Voilà. Ma chère Catherine, pour rebondir sur l'actualité de ton association, dernièrement vous avez fêté l'anniversaire d'une de vos structures. Comment va l'APEHNC en ce moment et notamment notre petite famille de la MGP là-bas, là. C'était un bel anniversaire, bravo. Oui, ça a été un bel anniversaire. L'APEH, mis à part les problèmes que j'ai signalés tout à l'heure, de difficultés de recrutement et de renouvellement, on continue notre route comme on peut, avec quand même ce souci de savoir ce qui va se passer quand la vieille garde qui constitue une partie des membres de mon bureau va devoir partir. Mais bon, ça c'est encore une autre question. Autrement, je pense que l'association, elle essaye d'accomplir au mieux les missions qu'elle a accepté d'accomplir, notamment donc la gestion des établissements. Alors on a fêté en effet les 10 ans de la maison Gabriel Poëdi, qui s'était ouverte à l'accueil en 2013, fin août 2013, donc là on était un petit peu en décalage, mais
il y a eu des questions de programme et de timing un peu compliqués. On a fait ça plutôt en septembre. Oui, parce que ça remonte à plus loin oui, c'est ton cher époux qui... Voilà, oui. Alors, ça, le projet, la lui, genèse. ça a été une très longue gestation. On a dépassé le temps de gestation des patient, hein? Oui. oui, parce que le premier projet, en effet, c'est Gabriel qui l'avait déposé en 98 et qui avait été tout de suite mis de côté parce qu'on était en pleine période de la provincialisation et nous affirmions à ce moment-là, on était quand même un petit peu en avance, hein, que le handicap doit être un pays, à dimension pays, et pas à la dimension d'une province. Et donc du coup, voilà, comme il n'y avait pas de moyens pays, je vais dire, c'était des moyens provinciaux, et Dieu seul sait qu'en 98, on est en pleine période, la province dans toute sa force, les provinces dans toute leur force. Chacun garde son prérequis. Son prérequis, et voilà, donc ça n'est pas passé. Il y avait aussi, je pense, c'était un projet qui était plus, parce que c'était aussi la manière d'être de Gabriel qui était plus philosophique, plus humaniste que technique, donc il manquait de la technicité, hein, mais on n'est pas des techniciens non plus. Donc de ce fait, quand on l'a retravaillé en disant, même après le départ de Gabi, on s'est dit on n'abandonne pas ce projet parce qu'il est capital, il n'y a rien pour accueillir les enfants polyhandicapés, les personnes polyhandicapées, rien en tout cas avec un hébergement, un accueil complet. Oui. Voilà, donc on l'a retravaillé et cette fois on a fait appel à des bénévoles techniciens qui avaient plus de compétences que nous, notamment sur toutes les questions architecturales qui sont très compliquées, etc. Voilà, qui nous ont beaucoup aidés et du coup voilà, on l'a représenté en 2002, on s'est fait, ou 2003, je me souviens plus, on s'est fait retoquer pour la deuxième fois. Mais on ne s'est pas découragé. Et là, bon, il y a eu pas mal de changements dans le pays en 2004. Et donc, en 2004, le projet a été accepté. Moi, je rappelle toujours qu'on le doit à Marie-Noël Témeraud, qui a dit oui, qui a signé. Ouais, Madame la Présidente à l'époque. On a eu l'occasion de la remercier encore pour les 10 ans. Il y a d'ailleurs une salle, hein, le Salon des familles porte son nom à l'intérieur de la MGP parce qu'on est des gens de mémoire. Ah ben oui, c'est ça, le pays, c'est ça le pays, hein, c'est aussi faire la coutume de retour. Et, oui, Madame Témeraud a mis sa pierre. Elle avait bien compris l'importance du projet et elle nous a beaucoup aidé, elle a favorisé ce projet. Bon, après, ça ne veut pas dire que ça a roulé facilement. Hein, mais c'est la vie, c'est la vie. Mais c'est la vie, voilà. Oui. Moi, j'avais visité pas mal de structures en métropole et tous m'avaient fait les mêmes remontées. C'est-à-dire que la plupart du temps, le handicap, comme ici, il est porté, comme tu l'as bien souligné, hein, soit par les personnes handicapées elles-mêmes, soit par les familles ou les amis, les gens très très proches de personnes en situation de handicap, qui vont se rendre compte de l'importance qu'il y a à faire place aux personnes en situation de handicap et qui vont donc venir avec nous militer. Tous m'ont fait la même remontée. C'est un parcours de galère, voilà, mais on finit par y arriver avec de la ténacité et bon ben voilà, on a réussi à créer quelque chose qui, je l'espère, durera après nous. C'est le but. C'est le but. Parce que le polyhandicap, il y en aura toujours, malheureusement. Oui, voilà. As-tu un chiffre sur la population? Alors, environ, Dieu merci, hein, c'est un chiffre pas moins important que certains autres handicaps, mais fort heureusement, puisque c'est quand même le handicap le plus lourd, puisque c'est une atteinte globale de la personne sur le plan moteur, cognitif, sensoriel, avec des soucis de santé qui se mêlent à tout ça. Environ 220-250 personnes, en gros. Voilà, parce qu'on n'est toujours pas très au clair en Calédonie sur ces questions de recensement. Reconnaissance, là, ouais. Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit, parce que ça c'est très important ce que tu as dit. Oui, il y en aura toujours. Il faut arrêter de penser qu'on va devenir comme ça des gens tout puissants qui allons pouvoir tout empêcher. L'affaire de la Covid nous a bien montré qu'un virus met à terre la planète. Voilà. Donc l'homme, il a beau faire, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les chercheurs, les médecins, la question elle n'est pas là. Mais nous ne sommes pas des dieux. Donc oui, il y a des handicaps qui seront de toute façon inévitables.
Il faut se le dire. En revanche, il y a des handicaps qui sont évitables. Et là, on peut travailler dessus. Il faut travailler dessus d'une manière extrêmement forte. Moi, je pense à tous les accidents routiers qui nous laissent des gens... alors, on parle des morts, c'est normal, la télé parle des morts, mais qui nous laissent des gens gravement handicapés. C'est ça. Et ça, c'est évitable quand c'est fait... parce que les gens ont bu, parce qu'ils roulent trop vite, parce ils ont pris du cannabis, ils n'ont pas leur ceinture, etc. Il faut faire ce travail, et je pense qu'il y a des choses qui se font, mais c'est pas encore assez, c'est une grosse campagne. Il faut mettre en garde aussi les jeunes contre les dangers des addictions et le diabète. Le diabète, qui est évitable, qui est la malbouffe, qui est aussi une maladie un peu liée à la précarité de vie. Parce que moi, je veux bien qu'on dise aux gens 3 fruits, 3 légumes par jour. Encore faut-il que le kilo de tomates ne dépasse pas 1000 ou 1200 francs, comme c'est parfois. Pareil pour la salade. Enfin, si on veut que les gens mangent sainement, il faut que... leur donner le moyen de pouvoir y accéder. Voilà. Moi, on a beaucoup de familles, et malheureusement de familles avec des gamins en situation de handicap. Le soir, ils n'ont pas d'autre moyen que ces soupes chinoises qui sont bourrées d'additifs, de graisse et de sel. Donc moi j'ai des jeunes en situation de handicap qui sont plus devenus diabétiques. Voilà. Parce qu'on sait bien en plus que dans notre pays, c'est quand même les personnes handicapées les plus pauvres, puisque moi je rappelle que l'allocation minorée, celle qui accompagne la reconnaissance d'aptitude au travail, elle est de 52 ou 54 000. Personne ne peut vivre, même pas survivre. Tu ne peux même pas survivre avec 54 000 francs. C'est vraiment la misère. Alors certes, les personnes ne disent rien, c'est pas celles-là qu'on entend sur les barrages, c'est pas celles-là non plus qui sont défendues par les syndicats, c'est bien dommage, mais clairement, c'est la population la plus pauvre de Calédonie. Voilà. Donc on va rajouter le problème de santé à des gens qui ont déjà apporté leur handicap. Ce que nous avions cru, enfin les associations, et notamment le collectif qui a quand même beaucoup porté ce combat-là, on s'est dit, maintenant le secteur il va se construire. Il va se construire, il y a les textes de loi, on a un cadre réglementaire, on a une base, on va construire un secteur et donc définir ensemble une véritable politique du handicap en Nouvelle-Calédonie. Alors c'est là où assez rapidement les choses ont commencé à dérailler. Il y a eu des délibérations, des trucs, des machins, d'application des lois, mais et je pense que c'est un problème que connaît le pays et qui n'est pas que dans le secteur du handicap, ça ne va jamais jusqu'au bout. On a l'impression que les choses commencent très très bien, alors on est tous hyper chauds, on y va, là. Et puis les choses commencent à dérailler de manière au départ un peu imperceptible. Et le premier déraillage, ça a été donc finalement la mise sous le boisseau du CHD, puisqu'on avait dans ces 2 textes de loi prévu la création d'un conseil du handicap et de la dépendance. Ça, c'était une énorme victoire pour les associations, puisque dans ce conseil, il y avait des associations avec une voix délibérative, c'est le seul organe de ce type dans le pays. Des associations qui ont une voix délibérative, moi je ne vois pas où ailleurs. Donc on avait ça. C'est horrible parce que tu dis on avait. Oui, donc on avait plus. ça. Mais si, on l'a toujours, sauf que c'était en plénière, parce que le CHD, il se décline de 3 manières. Il y a ce qu'on appelle le CHD plénier, qui est normalement l'organe de réflexion stratégique sur le secteur. Donc c'était énorme. Ça veut dire que là, on pouvait construire une politique, mais il fallait lui donner les moyens. Et c'est là où ça a commencé à dériver, c'est quand on n'a pas donné les moyens qu'il fallait, il a commencé à plus se réunir, ou de moins en moins, où il se réunissait sur des questions un peu secondaires, et c'est toujours, à mon avis, un peu le cas. Aujourd'hui, il est un peu... il existe, mais il n'est pas au mieux de sa forme. Oui. En parallèle, il y a eu un autre organisme qui s'est mis à exister, et lui à prendre des décisions, dont certaines ont été d'ailleurs de mauvaises décisions, je ne vais pas me faire des amis ce matin, c'est pas grave. À mon âge, on peut avoir quelques ennemis. Cet organisme, c'est le COS, qui, en parallèle du CHD, et qui met le CHD en obligation de finalement plus ou moins de valider ce qu'il a déjà validé,
Enfin, c'est très curieux, c'est un fonctionnement C'est-à-dire que dans le CHD... labyrinthique, enfin, personne, c'est un espèce de pyramidal, labyrinthe de conflit. Comme la Calédonie, c'est bien fait. Enfin, Alors, ça veut dire qu'il y a deux instances qui s'opposent. Ah bah oui. Mais je veux dire, dans le CHD, on peut dire que c'est nous les associatifs, mais dans le COS, qui est dedans? Ah bah il y a aussi les assos, plus ou moins. Parfois il y a un associatif, parfois il n'y en a plus. Enfin, c'est très fluctuant parce que tout ça n'est pas... comment dire, ce qui manque, c'est une base solide d'une volonté politique. Ah, voilà. c'est ça. Le jour où il y aura une vraie volonté politique, c'est-à-dire que je prends acte que dans ce pays, il y a à peu près, les chiffres actuels, c'est à peu près autour de 10 000, qui sont probablement minorés, mais c'est déjà Oui. pas mal. Il y a 10 000 citoyens en situation de handicap et qu'il faut construire le projet du pays en tenant compte de cette réalité-là. Et qu'il y a en plus, parce que c'est handicap et dépendance, il y a en plus toutes les personnes en train de vieillir. Eh oui, eh oui. Bah, bien sûr. Eh oui. Et ça revient régulièrement à la télévision. Eh oui, voilà. c'est dit, c'est répété. Voilà. Avec des la familles. Démographie, les chiffres de démographie, ils sont sûr. sortis dernièrement, bien sûr. Bien sûr. Eh oui. Moi, je prends toujours l'exemple d'une famille. Quand dans une famille, et je suis bien placée pour en parler, puisque j'ai un enfant en situation de handicap, dans une famille, quand il y a un enfant fragile, malade, handicapé, la famille, elle va construire sa vie de famille autour de cet enfant. Voilà. C'est lui qui va être prioritaire. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que ça se fait. En général, on le veut. Et on sait que ça peut aussi parfois être un peu dur pour les frères et sœurs, etc. Mais que c'est comme ça. Enfin, cet enfant-là, il sera prioritaire. Après, Catherine, on peut dire aussi, selon le degré d'handicap. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Plus le handicap il sera lourd, Bien sûr. plus ce sera concentré autour de lui. Bien sûr. Eh oui, Bien sûr. Eh oui. Tout à fait. Et donc la société, le modèle social, et là actuellement, il y a beaucoup de réflexions politiques sur l'avenir institutionnel, etc. Ben, ça devra bien déboucher sur un projet social, politique. Si on veut, et on n'est que 270 000, si on veut que ça fonctionne, il va falloir partir, moi j'ai envie de dire, des plus fragiles. Je pense aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux personnes âgées, etc. Et à tous les gens qui sont en situation de grande précarité. Enfin, la Calédonie a quand même presque 50 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté. Comment est-ce qu'on peut construire un projet social à 270 000 en ignorant toute une partie énorme? Tout à fait. Enfin, ça ne fonctionnera jamais. De toute façon, si ce n'est pas ça le cœur de la construction du projet, ça ne fonctionnera jamais. Il y aura tout le temps des problèmes, des émeutes, de la violence. C'est automatique. On ne peut pas tout le temps, comme ça, laisser de côté des choses qui nous dérangent. Oui. Ce n'est pas possible. Puis c'est une attitude lâche. Voilà. À mon avis, c'est lâche. Oui, tu te cherches des ennemis là ce matin. Non, mais voilà, après, j'ai envie de dire ce que je pense, je suis arrivé à un âge où je voilà, et oui, non, mais après, voilà, il faut, je te remercie d'ailleurs de le dire, parce que on a l'impression, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne se fait pas assez entendre, hein. Donc voilà, il est très rare de voir le monde du handicap aller faire des opérations escargots dans la ville, parce qu'on a nos véhicules, hein, on a plein d'associations et plein de véhicules, on pourrait le faire, des opérations escargots, pour dire à cette société, on est là, on existe aussi, on vote, et on est dans l'économie, parce que cette loi de 2009, elle a quand même abouti sur beaucoup d'emplois quand même. Hein, toutes ces sociétés d'aide à domicile qui ont été créées depuis, voilà, le handicap est quand même une économie aussi dans ce pays, donc elle ne compte pas pour du beurre. Hein. C'est peut-être même, ce serait intéressant d'ailleurs, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que je pense que c'est peut-être un des secteurs qui a été le plus porteur, créateur d'emplois. Après le nickel. Après le nickel. Bah oui. Voilà. Et donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est de l'ordre du service à la personne, c'est un secteur qui est exponentiel. Et ça aussi, il faut le penser, le réfléchir. Et là, on est confronté à un autre problème, c'est le statut des travailleurs du social qui est parfois mauvais. Et je pense en particulier à toutes ces personnes qui travaillent à domicile. Les auxiliaires de vie. Et c'est le plus difficile. Franchement, c'est très difficile d'aller travailler à domicile. Et qui sont très mal payées parce qu'elles sont payées à l'heure. Enfin,
des conditions salariales indignes. Comment est-ce qu'on va pouvoir donner de la dignité à la personne dépendante si déjà la personne qui l'accompagne, on ne lui reconnaît pas un salaire décent? Voilà, donc ça débouche encore sur un autre problème. Mais c'est très intéressant. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un champ à construire. Et c'est là où peut-être je vais atténuer la colère de certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Là où nous sommes des gens positifs, c'est quand on dit, et on le fait, on a toujours tenu parole, travaillez avec nous, acceptez-nous dans vos réunions. Nous sommes des gens qui avons à un moment donné dit, moi, les heures que j'ai de disponible, l'énergie que j'ai de disponible, je les mets au service de l'association, donc au service d'un des champs de notre société. Je le mets à construire ce champ-là. Bon, voilà, on aurait pu faire autre chose. Hein. Je n'étais pas très doué en sport, mais bon, j'aurais pu mettre, c'est pas, la planche à voile. Bon, d'autres associatifs comme moi, on leur dit ça. On donne ce temps-là, cette énergie. Mais prenez-la, utilisez-la. Au lieu d'essayer tout le temps de vous méfier de nous. On n'est pas des ennemis dans les Mesrine. Enfin, le truc, c'est qu'ils se méfient de nous, c'est parce que ça va coûter cher. Ils vont proposer des projets, voilà, où. Voilà, c'est. Ah oui, mais c'est vrai. Mais même ça, c'est sans doute ce qui. Parce qu'en ce moment, ils essaient de lutter sur la restriction budgétaire. Bah oui, mais on subit d'ailleurs les impacts des associations. En même temps, en ne construisant pas correctement le secteur, on a créé une situation, pour moi, de quasi-gabegie des fonds publics, parce que il aurait fallu commencer par la base. Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre que quand on construit un secteur, on regarde déjà qui ça concerne, qui sont les gens. Donc on fait un recensement des personnes, un recensement de leurs besoins, où est-ce qu'ils sont situés géographiquement, sachant qu'en Calédonie, la donnée de la situation géographique est extrêmement importante. Il y a des gens qui sont très isolés, etc. Bon, il faut prendre ce temps du recensement des besoins. Et après, on met des moyens. Mais on a fait l'inverse, c'est-à-dire que finalement, les projets, ils sont venus des associations. Et moi, ce que je dis très souvent en réunion, lorsqu'on a des réunions avec les institutions, les associations, elles sont cohérentes. Elles vont présenter des projets par rapport à ce qu'elles connaissent, c'est-à-dire la proximité des personnes qu'elles côtoient. Voilà, nous, parents d'enfants polyhandicapés, nous connaissons les besoins des enfants polyhandicapés, on va monter un projet. Mais nous n'avons pas la lisibilité de l'ensemble des besoins liés au polyhandicap pour toute la Calédonie. Bien sûr que non. Oui, bien sûr, on l'a. On ne peut pas l'avoir. On n'est pas ni des assistantes sociales, ni rien. Bon. Mais ça, c'est à la puissance publique à faire ce travail. Et puis à dire, voilà, les besoins, ce qu'on a recensé, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? Parce que les solutions, elles sont déclinables. La personne handicapée, c'est c'est une personne d'abord. Donc, au cours de notre vie, nos besoins, ils évoluent. Entre le besoin d'un enfant qui, pour moi, continue à être d'aller à l'école et de fréquenter ses pairs. Moi, j'ai toujours défendu l'inclusivité de l'école, quel que soit le handicap. Le besoin d'un adolescent qui va être autre, le besoin d'un jeune adulte. Enfin, il va y avoir des solutions liées à des paliers de vie. Et donc, il faut partir de la notion de parcours de vie. Voilà. Je rebondis sur ce que tu dis. Tu as utilisé le mot recensement. On est en année préélectorale, il y aura des élections l'an prochain et en général, c'est à ce moment-là qu'on profite de refaire le recensement. Il me semble que le collectif handicap, est-ce qu'il n'a pas fait une demande pour que le handicap soit pris en compte dans le recensement, justement pour répondre à ce que tu viens de dire là. Tout à fait. Parce qu'on demande toujours combien il y a de malvoyants en Calédonie. Bon, c'est toujours pas. Voilà. Le recensement pourrait être utile bien pour... sûr. Bien savoir dans tous les foyers au fin fond de nos tribus ou de nos provinces, avoir ce détail-là pour ensuite décliner sur des politiques publiques après, quoi. Tout à fait. Oui, tu as tout à fait raison. Oui, le collectif, à chaque recensement, il a fait une demande pour que dans le questionnaire, il y ait la question... Mais qu'est-ce qui fait que ça coince? C'est Alors, discriminant ou voilà, c'est quoi? ce qu'on nous répond, c'est qu'il ne peut pas y avoir de questions discriminantes. Voilà, enfin,
pour moi, c'est du pipeau, quoi. Oui. Je sais pas. Le problème, c'est que du coup, voilà, tu vois, quand je parle de gabegie, d'argent, bah, cet exemple-là, il est typique. Ça veut dire que comme on n'inclut pas cette question dans le questionnaire pour le recensement global, voilà, il faudra faire un recensement à part qui va lui coûter de l'argent. Voilà, tout est un peu comme ça dans notre pays. Hein, je sais pas, c'est un pays qui aime se créer des chemins compliqués. Je m'explique pas trop d'où ça vient, je sais pas. Peut-être que c'est le propre des petits pays de dramatiser les situations, de les rendre plus difficiles, plus lourdes. Je sais pas. Je suis pas sociologue. Mais je constate que c'est souvent le cas. Et on perd beaucoup de temps et beaucoup d'argent chaque fois. Mais après, je rebondis sur ce que tu dis, comme on vient de le soulever là. Le recensement pourrait éclaircir d'un coup, mais tu le dis toi-même, non, les gens préfèrent faire des études à côté encore. Donc ça veut dire donner des sous aux petits copains pour, voilà, quoi, pour faire des études à côté dont on pourrait s'en passer, quoi. Sinon, c'est le propre du pays d'être dans le clientélisme aussi, hein, on va le dire. Il y a le clientélisme, il y a peut-être que, bon, voilà, c'est péché de jeunesse, une difficulté, manque de confiance dans les On est un jeune publics, pays en construction, voilà. effectivement. Et ouais, mais seulement aujourd'hui, on a un jeune pays un peu ruiné, donc c'est embêtant. Concrètement, on commence à être confronté au vieillissement de la personne polyhandicapée que nous ne connaissions pas, parce que, voilà, nos enfants ont été jeunes longtemps, certains commencent à vieillir, et honnêtement, on ne sait pas, on ne sait pas trop comment vieillit la personne polyhandicapée, c'est comment l'usure des organes, on se doute bien que ça va être plus précoce, qu'on va être confronté à des besoins médicaux plus importants et qu'il va falloir y faire face, voilà. Mais pour l'instant, voilà, c'est nous qui sommes là sur le terrain, qui essayons d'identifier, de comprendre ce qui se passe et de comment on peut y répondre. C'est bien pour dire que oui, la vie c'est un parcours. Et on ne peut pas comme ça créer une société qui fige les gens dans des cases. Une fois qu'il est dans une case, on n'en sort plus. Enfin, ça n'a aucun sens de faire ça. Son contexte est inhumain. Mais en dehors de ce côté inhumain, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est tout. Et ça va forcément créer des soucis, des dégâts divers et variés. Mais du moins, Catherine, il y a quand même un espoir dans tout ce... Voilà, je veux dire... Là, tu viens de soulever cette situation-là vis-à-vis du polyhandicap, mais l'APEH, avec la maison Gabriel Poydis, s'occupe donc d'une tranche d'âge de jeunes, mais vous avez aussi pensé à... Justement, ces jeunes-là, ils vont vieillir. Et il y a une structure que vous pensez créer après pour le troisième âge du polyhandicap? Alors là, bien sûr que c'était dans notre projet de départ, sauf que ce projet, il a été bloqué. Donc, et là, il est vraiment, ça va être très compliqué de le débloquer. Parce que il y a eu un refus de... Je vais encore continuer à faire des ennemis, je n'en reviens pas, d'une institution de continuer à travailler justement sur cette notion de parcours de vie. Ce qui était, nous, notre perspective quand on a ouvert la MGP, c'était entrer à l'âge de 6 ans, sortie à l'âge de 26 ans maximum. Ce qui est déjà un sacré parcours. Oui. Mais donc, nous attendions, puisqu'on avait créé avant l'ouverture, bien en amont de l'ouverture de la MGP, on avait constitué un COPIL où il y avait les institutions, il y avait beaucoup de monde autour de la table, y compris d'ailleurs une autre assoce qui accueille aussi du polyhandicap. On avait fait un COPIL large pour justement avoir cette réflexion tous ensemble autour de l'ouverture de la maison Gabriel Poydis. Et donc, dans notre naïveté de l'époque, on s'est dit, le COPIL, après l'ouverture, va continuer son travail pour la suite. Qu'est-ce qui va se passer quand la personne va avoir 26 ans, etc. Donc, parce qu'on était vraiment parti dans cette optique de nous réfléchissons le polyhandicap comme une sorte de filière, un parcours. C'est vraiment, je vois pas d'autre mot, c'est le bon mot. Oui. Bon, sauf que ça a été bloqué, le COPIL a été arrêté. Et donc, voilà.
la réflexion s'est arrêtée net, on s'est retrouvés seuls. Nous avons relancé à X reprises les institutions concernées sans obtenir de résultats. Donc en général, quand on n'obtient pas de résultats de l'institution, qu'est-ce qu'on fait? On va frapper à la porte du politique pour essayer de le convaincre qu'il demande à son institution d'accepter le projet. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là avec le handicap? C'est qu'on était dans la période des chaises musicales, où le gouvernement tombait tous les ans. Nous sommes des dommages collatéraux. Voilà, les dommages collatéraux. Et puis parfois, on se retrouvait avec un gouvernement, il n'y avait pas de président, ça mettait des mois, donc il ne s'attribuait pas les secteurs. Enfin, il y a eu tous ces moments-là qui ont été des moments très difficiles à vivre pour nos assos, parce que du coup, on n'avait pas vraiment d'interlocuteur fiable. Voilà, et ça reste encore extrêmement fragile. Donc j'espère au moins que dans un prochain statut, il y aura un peu plus de durée, parce que c'est très compliqué de travailler avec des gens qui savent eux-mêmes que d'ici 1 an, 18 mois, maintenant c'est 18 mois minimum, ils ne seront plus là. Donc ils n'ont pas envie non plus de s'engager tellement. Voilà, donc, c'est le côté de la voilà, politique. donc il y a eu toutes ces problématiques. Et du coup, quand il n'y a plus une gouvernance au niveau niveau politique, qu'est-ce qui se passe? C'est l'administration qui va diriger. Voilà. L'administration prend forcément des décisions. Elle tranche et elle n'a pas tranché dans le sens des projets que nous présentions, en tout cas l'administration de l'époque, parce qu'aujourd'hui toutes les têtes ont changé, parce que quand je dis l'administration, c'est des gens. Oui. C'est des directeurs, qui depuis sont partis, voilà. Sauf qu'ils ont laissé derrière eux des dossiers et une situation extrêmement mauvaise, et que du coup là maintenant, moi je ne sais pas comment on en sort de là. On est toujours... là où je suis, oui c'est vrai, je tiens un discours dur, mais je suis... c'est ce que j'explique souvent à une de mes filles qui me dit « Ah, toi tu vois toujours le verre à moitié vide et jamais à moitié plein ». Je dis « Oui, mais moi je suis une pessimiste active, c'est-à-dire que voilà, je suis une pessimiste pragmatique. Mon côté positif, c'est que je reste dans l'action. Donc c'est que quelque part, je crois encore. Mais voilà, c'est ça la situation. Donc, et pas que pour le handicap. Moi, je vois bien, parce que je suis dans les commissions, que tous les autres handicaps sont impactés de cette manière-là. Le parcours de vie, il le faut aussi pour la personne malvoyante. Un enfant malvoyant... Et on a, nous, dans nos gamins polyhandicapés, on a quelques enfants qui sont en plus aveugles et qui nous ont posé un vrai défi. Parce que cette connaissance-là, nous ne l'avions pas. Le gamin est polyhandicapé, il est aveugle. C'est-à-dire que ce sens-là, on ne va pas pouvoir l'utiliser comme levier éducatif, ou différemment. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait venir 3 fois de suite une formatrice de métropole du seul centre en France, il n'y en a pas 36 000 en France, il y en a un à côté de Lille, qui est un centre d'accueil d'enfants polyhandicapés, aveugles ou malvoyants, pour former les équipes. Parce qu'on avait bien vu qu'avec ces quelques gamins-là, eh bien, on était sans réponse. On n'était pas dans les bonnes réponses. On ne comprenait pas ce que l'enfant essayait de nous renvoyer, et je pense en particulier à une petite fille qui constamment rampait, elle ne marche pas mais elle rampe, d'ailleurs assez vite, en dehors de la villa, dès que le soleil commençait à être fort, vers 9h du matin, elle rampait, elle restait allongée, les yeux ouverts, en plein soleil. Et ça nous faisait une angoisse, une peur, tu ne peux pas imaginer, c'était terrible pour nous. Et chaque fois, on l'a ramenée dans la ville. Et la spécialiste, elle expliquait tout ça comment? Elle vient chercher une stimulation de ses yeux, cette petite. Elle voit très très peu, mais la lumière du soleil intense, elle l'aperçoit. Et donc, vous allez devoir travailler avec de la luminothérapie avec cette petite. Tu vois, ça sert à ça quand on fait venir des formateurs. Donc, elle nous a mis sur pied un programme où on peut quand même utiliser le peu de vision qui lui reste, sans la mettre en danger, évidemment, exposée en plein soleil, tu vois, la rudesse du soleil calédonien, c'était pas possible. Moi, je l'appelle, c'est notre petit tournesol, cette petite. Mais tu vois, voilà, c'est là où on a un défi, qu'est-ce qu'on fait?
il faut y réfléchir. Elle nous dit quelque chose, il faut qu'on comprenne. Tu vois? Mais c'est ça, la personne dans sa différence, elle t'interpelle. Et quand la différence est très grande, et c'est le cas du polyhandicap, elle t'interpelle sur plein de trucs. Tu ne peux pas avoir de certitude. Ah bah oui. Tu es tout le temps obligé de te dire, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Il me dit quelque chose, mais je ne comprends pas tout. Tu vois, c'est ça, c'est là où on a besoin d'être une équipe. Et donc vous avez dû faire venir de 22 000, ça veut Ah dire oui. faire des demandes de subventions pour Exactement. financer. Parce que ça, c'est pas pris en oui, charge dans eh une oui. journée. Ouais. Mais on l'a fait, et Nathalie, j'en profite pour dire merci, parce que beaucoup de gens l'ont rencontrée ici. Nathalie Caffier, elle a été extraordinaire. Oh oui. Ouais, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est une grande amie, Ouais. ça. Ouais, c'est une grande amie. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie à des enfants qui sont extrêmement fragilisés et qui a fait des choses extraordinaires avec ces gamins. Voilà, tu vois, c'est ça aussi l'espoir. C'est de se dire que quelle que soit l'atteinte de la personne, c'est une personne, elle est éducable, il faut y aller, il faut être dans l'interaction, il faut être dans la volonté de lui laisser sa place et le droit de s'épanouir. Voilà, c'est ça. Ben, toi, j'ai quand même quelque chose de positif. Ouais. Je crois en la personne. Je voudrais que tu... Parce que le prix de journée dans les associations... le prix de journée oblige une personne en situation de handicap d'être toujours présente à l'association. Non, non. En fait, quand tu montes les structures qui ont donc un fonctionnement avec du prix de journée, c'est des structures qui ont des dispositifs ou des établissements. Donc il y a un budget, puisqu'il y a du personnel, elles embauchent du personnel pour faire tourner l'établissement, le dispositif. Voilà, donc en fonction de leur budget et de leur projet de fonctionnement, elles vont obtenir une tarification qui peut être un prix de journée, et c'est le cas des établissements comme ceux de la PEH, mais ça peut être aussi un système de mesure. C'est payé à la mesure. Et non, ça n'oblige pas forcément la personne à venir tous les jours, parce qu'il y a aussi le temps d'absence, la personne a le droit d'être malade. Alors nous, par exemple, on a des personnes fragiles, il y a des hospitalisations. Donc tout ça est pris en compte dans le budget. Et voilà, donc en général, le budget, il se travaille, l'association présente son projet, monte son budget, le présente. En général, c'est la CAFAT qui est l'instructeur. Et ça se négocie, ça se discute. Voilà. Après, bon, souvent la CAFAT, elle va grignoter un peu, c'est son travail. Mais globalement, Après, je veux dire, comment la personne en situation de handicap, entre guillemets, elle se doit quand même d'être présente oui. sur l'association. Oui, bien c'est sûr. ça, voilà. C'est une personne. Après, quand j'ai parlé de système de mesure, parce qu'il y a il y a des associations qui font de l'accompagnement hors les murs. Qui peut être de l'accompagnement professionnel, je pense qu'HandiJob en fait par exemple, ou peut-être le CAT aussi, de la PUI, ou de l'accompagnement social, et ça c'est très très important. Nous par exemple, là, on voit bien qu'au niveau de notre autre établissement, on est maintenant confronté à ce nouveau défi. On a plus en plus de demandes de jeunes qui ont besoin d'un accompagnement social hors les murs. Par exemple, acquérir un logement, rentrer dans un logement, apprendre à y vivre, etc. Bon, c'est de l'accompagnement social. Donc ça va être payé plutôt à la mesure. C'est-à-dire qu'on va quantifier combien ça coûte finalement, un accompagnement de ce type. Et voilà, donc après c'est payé au mois. La mesure, elle est fixée par le CHD, donc validée par le CHD. Et l'association va facturer au mois. Et ça, c'est facturé à qui? À la personne handicapée elle-même? Ah non. Ah, voilà, c'est facturé au CHD. Voilà. C'est adossé au RHPA, donc au régime du handicap et de la dépendance. Il y a une caisse, il y a un fonds, du handicap. Prise en charge, quoi. Voilà. Parce que après, tu vois, les détracteurs, ils font peur un peu aux personnes en situation de handicap. Mais si vous rentrez dans ces prix de mesure, prix de journée, vous allez payer cher, là. On fait peur aux handicapés que, voilà, ils ne touchent déjà pas énormément au niveau de leur allocation. Alors, tout de suite, on leur fait croire que
Ouais, c'est elles qui vont payer cher ces choses-là. Non, Alors que c'est pris en charge, comme tu c'est l'expliques. pris en charge. Voilà, Il y a une petite participation voilà, vraiment qui est un peu symbolique. voilà, Il n'y a pas une très grosse participation voilà. par Mais, mois pour que la personne voilà. continue. Et quand on dit symbolique, c'est vraiment symbolique, c'est Oui, vraiment, enfin, voilà. en général, Voilà. c'est pas. Enfin, c'est symbolique, oui et non, parce que la location, elle est pas énorme. Voilà. Mais en revanche, ça va peut-être assurer des moyens euh, intéressants pour la personne. Voilà. Parce que si ça veut dire aussi la possibilité d'embaucher des professionnels. Le tout, c'est de vraiment bien monter le projet au départ, en identifiant, on va toujours revenir à la même chose, les besoins des personnes. Qui sont les personnes qui viennent dans mon association? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher? Et on voit bien que, pareil, hein, c'est très différent selon les personnes. Moi, je vois bien avec l'autre établissement, on a des jeunes qui viennent chercher vraiment plutôt de l'insertion sociale, plutôt de... Voilà, c'est très différent selon les personnes. Et c'est là où il faut être très clair et bien prendre en considération qu'est-ce que moi je peux leur offrir par rapport à leurs demandes, qu'est-ce que je ne vais pas pouvoir leur offrir, et si je peux leur offrir ça, avec quel type de professionnel. Donc là, il y a un travail. Il ne faut pas se voiler la face. En amont, il y a un travail, il faut monter le projet. Mais quand il est bien monté avec un budget cohérent, il fonctionne. Il y a une association qui est passée au RHPA depuis peu, qui a aussi, je pense, qui accueille des gens avec des besoins très très différents, qui est l'association pour la surdité. Et je pense qu'eux sont confrontés à des besoins très différents, d'insertion sociale ou d'accompagnement plus professionnel. Voilà. Et ils ont monté leur projet en fonction de ça. Donc voilà. Oui, il y a un travail en amont de montage du projet. Mais je crois qu'il ne faut pas hésiter à essayer de s'entourer de compétences techniques, y compris de gens d'ailleurs qui ne sont pas forcément dans la sauce. On avait la chance, hein, les uns les autres, on connaissait des gens. Moi, j'avais un ami architecte que j'aimais beaucoup, il nous a aidés. Une autre personne avait une amie psychologue qui nous a beaucoup aidés. Voilà, ce ne sont pas forcément des gens qui sont restés dans l'association, mais qui viennent dire ponctuellement, moi j'ai envie de t'aider parce que ce projet il me plaît, je t'aide. Voilà. Et puis aujourd'hui, il y a quand même le collectif qui reste un lieu de ressources pour monter les projets. Il ne faut pas hésiter, il le fait volontiers. On s'est constitué en collectif aussi pour aider les associations. Il fait un grand changement dans sa vie, notamment quand vous avez fait votre déménagement de Magenta Tour, vous avez longtemps vécu là-bas. Comment ça se passe du côté de Pierre-Lanquette là? Les gens de Pierre-Lanquette, ils sont comment? C'est cool la vie là-bas maintenant pour la PEH Je ou quoi? pense que là, le SAGE, service d'accueil de jour, fonctionne très très bien là à Pierre-Lanquette. On a des beaux locaux, hein, on est quand même très très contents. Magnifique, oui, ça c'était très positif. Nous, on continue à être très contents d'être dans un quartier vivant, populaire. On aimerait que parce que on a bien compris qu'il y a une réhabilitation des ensembles HLM, là, je sais pas comment on appelle ça, des bâtiments. Se poursuivent. Là, on a l'impression que c'est un peu en stand-by pour qu'il y ait encore un peu plus de population qui revienne parce que on est content nous d'être dans un lieu où il y a de la vie. Voilà. La population, les jeunes ont beaucoup de contacts, notamment avec les jeunes qui viennent à la maison de quartier qui est en face. Voilà, c'est bien cette mixité de la jeunesse. Comme on disait au tout début de l'émission, c'est sur les jeunes qu'il faut travailler. Donc, voilà, parce que tu as, entre guillemets, tu as quand même pris un risque en implantant ton association dans un quartier, Pierre-Lanquette, voilà. Mais en fait, c'est juste une étiquette, quoi. Il y a de la vie dedans, il y a de la bienveillance. Voilà. Moi, je trouve, franchement, on y est bien accueillis. Voilà. On a des voisins, puisqu'on est au rez-de-chaussée d'une résidence, donc voilà, ça se passe bien. C'est des relations, pour l'instant, plutôt bonnes, plutôt de respect. Là, maintenant, on a un boulodrome, donc j'ai vu qu'il y avait un petit projet de peut-être faire un concours de pétanque et d'inviter nos voisins de la résidence. Je pense qu'il y a des amateurs. On a un joli boulodrome. On a pu récupérer un peu de bénévolat et puis avoir un boulodrome. Les jeunes aiment bien jouer à la pétanque à la pause de midi. Voilà, donc il y a des petits projets comme ça. Mais moi, je trouve que c'est un plus d'être dans un quartier qui vit, un quartier
quartier dit populaire, mais nous on aime, hein. Magenta Voilà. c'était Eh déjà ben oui, comme c'est déjà ça, un quartier et populaire. on Ouais, avait oui, oui. noué des liens extraordinaires. Ouais. Quand on est parti, ces gens du quartier nous ont accompagnés, Eh oui. physiquement accompagnés. Eh Ils oui, sont eh oui. venus, on a fait une fête de départ et une fête d'arrivée dans les nouveaux locaux où ils étaient là. Enfin, voilà, ces liens-là de Ah ben oui, générosité, je suis pas c'est comme sûre une qu'on famille de les aurait cœur. dans des quartiers plus. C'est pas sûr, peut-être que pas. Mais là, on les a, et puis, enfin, moi, c'est pareil. Je vais me faire d'autres ennemis, mais je pense que il faut absolument. Pour moi, ce quartier, il est fascinant, il a une histoire, et je m'en suis beaucoup entretenue avec un ami historien. Je dis, mais il y a quelque chose à faire. Enfin, ce quartier, il faut non seulement le réhabiliter, mais le mettre en valeur. C'est le premier quartier ouvrier de la ville de Nouméa. Il a une histoire. Le syndicat, il est né là. La transition du monde kanak, de la ruralité, vers le monde ouvrier, c'est là. Tout à fait. C'est là. La tribu dans la ville se Ah trouve ben là. alors, Un petit c'est une big up histoire, à c'est une belle Montravel. histoire. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui sont nés là, qui sont aujourd'hui Voilà. des personnages importants du pays. Oui. Et il faudrait pouvoir les mettre en valeur. Donc, moi, mes jeunes, ils seraient prêts à travailler. Hein. C'est un projet de réhabilitation sous forme d'une exposition, etc. Et on voit bien que c'est dans ces quartiers aussi populaires que souvent les assos prennent vie. C'est là qu'elles naissent. Il faut dire que c'est aussi les quartiers qui nous accueillent. Mais bon, au-delà de ça, c'est très souvent dans ces quartiers hein, qu'on prend naissance. Et moi, je le dis, on est des gens de mémoire, on n'oublie pas. Oh oui. De notre émission, hein. On te remercie encore beaucoup de toujours être fidèle à notre appel. Hein. C'est pas la première fois que tu viens en Dispic, mais c'est vrai qu'on est obligé de te rappeler de temps en temps parce que ton actualité évolue de ton côté et puis ben voilà hein, nous aussi on n'oublie pas hein, tu fais partie de nos petites mamans là de nos associations toujours fidèles à tu es un exemple pour nous hein, donc ben, au nom de toute la famille du handicap nous te remercions d'être toujours aussi forte et de toujours nous montrer l'exemple hein, de persévérance hein, et de ben, aussi beaucoup d'amour hein, à travers tes mots on sent quand même que ben voilà, tu n'es pas qu'une maman d'un enfant en situation de handicap, tu es aussi notre maman à nous tous aussi. Hein, donc merci à toi de toujours rester militante. Je vais te donner un petit mot de conclusion pour dire au revoir à la famille qui sont à l'écoute. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire avec ton cœur là pour dire au revoir à la famille à l'écoute hein. Déjà, te remercier les Robinson et Michel, notre caméraman, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et puis d'échanger avec vous. Je suis une grande bavarde, en plus ça digresse. On est deux là. Voilà. Mais donc un grand merci à vous, ça a été vraiment un plaisir d'être là ce matin avec vous, puis d'être là aussi avec les personnes qui nous écoutent. Je pense que même si j'ai pu avoir un discours un peu dur, moi je continue à dire qu'il faut y croire, il faut se battre. Tu as été gentil. Non, ton discours il a été gentil, t'inquiète. il faut continuer à y croire et de toute façon, voilà, moi jusqu'au bout, je continuerai à défendre la condition humaine dans toutes ses dimensions, y compris dans ses dimensions de fragilité. Parce que je l'ai dit, hein, j'ai foi en l'homme et c'est ça qui fait que je continue comme je peux, en tout cas ma mission. Mais voilà, et donc il ne faut pas hésiter à dire les choses, même quand elles sont un peu difficiles à dire, parce que c'est ça aussi, avoir confiance dans nos missions humanistes. Voilà, donc oui, je pense qu'il faut continuer à y croire et à se battre. Voilà, la famille, c'est les mots d'une maman, là, hein, Catherine Poédi, qui, tout de suite, dès qu'elle quittera le micro, elle va retourner à son rôle de maman, voilà, elle a pu trouver une suppléante pour la seconder à la maison, merci à Sarah d'ailleurs, de s'être dévouée, donc Catherine, elle va retrouver son garçon à la maison, et voilà, la petite vie de famille va continuer, mais merci à Sarah d'avoir pu permettre à sa maman de nous rejoindre sur les ondes. Merci à la radio Jido pour encore ce partage sur les antennes. Merci à vous, la famille, d'avoir encore été auprès de On Dispic là. On vous donne rendez-vous
prochain samedi, le mois prochain, pour une nouvelle émission. Et voilà, prenez soin de vous. Attention sur les routes, là. Catherine l'a soulevé tout à l'heure, hein. Les accidents, l'accidentologie ici sur notre caillou, c'est un fléau, quoi. Donc, voilà, hein. Moi, j'ai pas demandé à subir l'handicap. Je suis né avec une malformation congénitale. Mais il y a encore plein de gens dans ce pays, là, qui doivent m'entendre, qui est encore valide. Voilà. C'est pas interdit de faire la fête, mais c'est, voilà. Évitez quand même de rouler au volant dans un état d'ébriété et puis qui pourrait vous faire basculer votre vie et nous rejoindre dans notre communauté du handicap. Ce serait vraiment dommage. On ne construit pas un pays comme ça avec une moitié de la population qui cherche à rejoindre le monde du handicap à travers des conduites vraiment dangereuses pour eux ou pour soi, quoi. Donc prenez soin de vous, la famille, sur les routes. Attention à vous.